En août 1914, les soldats français partent au front avec leurs pantalons rouges et leurs capotes bleues. Des uniformes hérités d'un autre siècle, beaucoup trop voyants pour une guerre devenue moderne, industrielle et terriblement meurtrière. Sur le champ de bataille, ces couleurs vives transforment les soldats en de véritables cibles. Face à cette réalité brutale, une idée totalement nouvelle émerge. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne vient pas des militaires, mais des artistes. Peintres, décorateurs, spécialistes du trompe-l'œil inventent alors une arme inédite, le camouflage. En août 1915, l'armée française crée la toute première section de camouflage, une innovation qui va rapidement inspirer toutes les autres armées. Nous allons voir comment des artistes ont profondément transformé la manière de faire la guerre. Avant 1914, les soldats européens portent des uniformes très voyants, bleu, rouge, vert, parfois surmontés de couvre-chefs brillants. Aujourd'hui, ça paraît absurde, pourquoi ne pas chercher à se cacher ? Eh bien, avant 1914, la guerre est pensée comme courte et mobile. On valorise l'attaque frontale, le courage visible, pas la dissimulation. Les combats se font à courte distance, dans la fumée de la poudre noire. Les couleurs servent alors à reconnaître ses alliés et impressionner l'ennemi. Ces uniformes ont aussi une valeur symbolique très forte. En France, le pantalon rouge Garance incarne le courage et le prestige militaire. Le supprimer, c'est toucher à l'identité nationale. Même logique en Allemagne, avec le casque à pointe, symbole de la tradition prussienne. Mais à la fin du 19e siècle, la guerre change. Les armes deviennent plus précises, l'artillerie plus puissante, et la poudre sans fumée se généralise. Désormais, être vu, c'est mourir. Certaines armées s'adaptent rapidement à ces évolutions, à l'image des Britanniques qui adoptent le kaki dès 1900, ou des Allemands qui introduisent le Feldgrau en 1907. Mais la France résiste. Pour beaucoup de responsables, le symbole passe avant la logique militaire. On dit même le pantalon rouge c'est la France. Supprimer le pantalon Garance, ce serait renoncer à toutes nos traditions militaires. Se cacher serait presque une forme de lâcheté. Puis vient la réalité du front. En 1915, l'armée française adopte enfin une tenue plus discrète. Et surtout, une idée nouvelle s'impose. Pour survivre, il faut devenir invisible. Officiellement, l'inventeur du camouflage moderne serait Lucien Victor Guirand de Scaevola. En tout cas, c'est ce qu'il affirme plus tard dans ses mémoires. Mais en réalité, le camouflage est une création collective. Dès 1914, des artistes tels que Louis Guingaud et Eugène Corbin imaginent de recouvrir canons et soldats de toiles peintes aux couleurs du paysage. Vu du ciel, les canons deviennent alors invisibles. Guirand de Scaevola intervient par la suite, systématise toutes ces idées et obtient surtout l'adhésion du haut commandement. En février 1915, la première section officielle de camouflage est créée, avec Guirand de Scaevola à sa tête. Il recrute des peintres, des sculpteurs, des décorateurs de théâtre et même des artistes cubistes. Le cubisme, très critiqué à l'époque, repose sur une idée simple. Casser les lignes, déformer les formes, tromper l'œil. Exactement ce qu'il faut pour du camouflage. Le 12 février 1915, la première équipe de camoufleurs est envoyée sur le front. Dès le mois d'août, le camouflage est adopté par toute l'armée française et des ateliers se mettent peu à peu en place le long du front. Les camoufleurs portent un brassard orné d'un caméléon, un symbole qui colle plutôt bien. Ils ont aussi leurs chansons et leurs marines de guerre. En 1918, la section compte près de 3000 soldats et plus de 10 000 civils, dont de nombreuses femmes, des travailleurs indo-chinois, chinois et même des prisonniers de guerre allemands. Très vite, l'efficacité du camouflage français attire l'attention de l'armée britannique. À la fin de l'année 1915, impressionnés par les résultats obtenus sur le front, les Britanniques décident à leur tour de créer une section spécialisée. Par la suite, les armées s'observent et s'inspirent mutuellement. Les Belges et les Américains viennent rapidement se former sur le front français, mais la collaboration la plus étroite et la plus constante reste celle entre Français et Britanniques. Avec l'arrivée des ballons, des zeppelins et des avions, le champ de bataille est désormais visible depuis le ciel. Les camouflages improvisés tels que les branchages ou les filets rudimentaires ne suffisent plus. La photographie aérienne devient les yeux de l'artillerie. Chaque détail compte, la moindre anomalie peut révéler une position. C'est pourquoi les camoufleurs travaillent en étroite collaboration avec l'aviation. Des photos sont prises de 500 à 1000 mètres d'altitude pour tester l'efficacité des installations. Si un camouflage est jugé insuffisant, il est immédiatement modifié. Et il faut sans cesse s'adapter. Les saisons changent, la végétation évolue, les couleurs aussi. Par exemple, un camouflage efficace en été devient vite visible en hiver. On invente des filets recouverts de raffia, de faux trous d'obus, et même des faux animaux que l'on déplace chaque soir pour rester crédible. Même les routes stratégiques sont camouflées, avec des écrans inspirés des décors de théâtre, pour masquer les convois en plein jour. Une autre mission essentielle des camoufleurs est de créer des postes d'observation invisibles. L'objectif est simple, voir l'ennemi sans être repéré. Ces observatoires prennent toutes les formes possibles, faux arbres, fausses ruines, meules de foin blindées, bornes kilométriques. Il s'agit bien d'un poste d'observation. Les plus célèbres sont les faux arbres observatoires. Un artiste vient étudier un arbre détruit par les bombardements. Il en note chaque détail, parfois en rampant dans le no man's land pour s'approcher de l'arbre. D'ailleurs, de nombreux camoufleurs sont tués ou blessés pendant ces missions. À partir de ces croquis, les ateliers fabriquent une copie parfaite, blindée, recouverte d'une fausse écorce peinte.
La substitution se fait de nuit, de préférence une nuit sans lune. Le génie creuse un boyau au pied de l'arbre. À l'aide d'une poulie, 6 hommes dressent le faux arbre contre le vrai, au pied duquel un soldat attend avec sa grande scie le moment de passer à l'action. Une opération de substitution millimétrée. Le vrai arbre est coupé, le faux est installé en silence pendant que l'artillerie tire pour couvrir le bruit. À l'intérieur du faux arbre est installée une échelle, un siège, un viseur et un téléphone permettant à un observateur de surveiller les lignes ennemies. Le lendemain, l'adversaire voit exactement le même paysage qu'avant, sans se douter de rien. Les camoufleurs créent aussi des leurs, fausses têtes de soldats, fausses batteries, faux villages, silhouettes de soldats dispersés sur le parapet d'une tranchée et redressés pour donner l'illusion d'une vague d'assaut. Le but n'est pas seulement de se cacher, mais de tromper, faire gaspiller les munitions à l'ennemi et révéler ses positions. Et puis il y a les leurs les plus inattendus, de fausses vaches, placées dans les prairies en apparence sans intérêt, mais sous lesquelles se cachent parfois des batteries d'artillerie. Pour plus de réalisme, des soldats doivent même déplacer ces fausses vaches chaque nuit. Les Allemands, eux, ils excellent dans la tromperie tactique, fausses batteries, écrans de fumée, déplacement constant des pièces d'artillerie, de quoi désorienter les artilleurs et les aviateurs ennemis. Lors de certaines offensives, leur discipline est telle que l'aviation adverse ne détecte aucune activité suspecte. C'est le cas lors de l'attaque du chemin des Dames le 27 mai 1918. Les troupes sont acheminées depuis les Ardennes, puis dissimulées dans les bois et les villages alentours. L'ordre de ne pas circuler et de ne pas sortir est respecté avec une telle rigueur que les avions français ne repèrent rien d'anormal. Les Allemands sont les premiers à mener des bombardements aériens, notamment à l'aide des Zeppelins, d'immenses ballons motorisés capables à la fois d'observer et de larguer des bombes. Cette nouvelle menace pousse toutes les armées à développer une aviation de chasse, mais aussi de nouvelles formes de dissimulation. Les avions eux-mêmes doivent devenir invisibles. Avant la guerre, les Britanniques expérimentent déjà des peintures mates et des motifs destinés à casser les formes. L'objectif n'est pas seulement de rendre l'appareil discret, mais de casser sa silhouette, et de rendre l'appareil difficile à identifier et à suivre. La partie supérieure est teintée de vert ou recouverte de motifs irréguliers pour se confondre avec le sol. La partie inférieure est teinte en blanc, gris pâle ou bleu clair pour disparaître dans le ciel. Pour les missions de nuit, le dessous est peint en noir mat, la meilleure protection contre les faisceaux des projecteurs. Au-dessus de la mer, on privilégie des teintes sombres et uniformes, sans motif. Les villes deviennent elles aussi des cibles. À Paris, la défense anti-aérienne s'organise dès 1914. La capitale est entourée de batteries d'artillerie, de projecteurs et de ballons de barrage. Le ciel est surveillé en permanence depuis des points élevés comme la Tour Eiffel ou Montmartre, mais aussi par des escadrilles de reconnaissance. Les armées du front doivent signaler immédiatement toute percée aérienne allemande. Jusqu'en juillet 1915, les bombardements restent rares et relativement limités, mais ils font quand même des victimes civiles. Et surtout, ils installent une peur durable. C'est dans ce contexte que naissent les projets les plus audacieux de tromperie stratégique. L'un des projets les plus étonnants de la guerre est la construction d'un faux Paris. L'idée est de construire en périphérie de la capitale une ville factice visible depuis le ciel. Faux quartier, fausses gares, faux éclairage nocturne. Tout est conçu pour tromper les bombardiers ennemis et détourner leur attaque. 3 faux ensembles sont envisagés, mais une seule sera réellement réalisée. Celui reproduisant le nord de la capitale, autour de Saint-Denis et d'Aubervilliers. Pendant un temps, l'illusion fonctionne et désoriente l'ennemi. On tente aussi de masquer des éléments pourtant gigantesques et impossibles à déplacer, comme certains canaux ou voies de communication stratégiques. Ici par exemple, on cherche à camoufler le grand canal de Versailles, qui constitue un excellent repère aux avions allemands. Si jamais cela vous intéresse, je peux faire une vidéo sur ce type de sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur mer, rendre un navire invisible est impossible, mais on peut le rendre trompeur. Je m'explique. Un sous-marin doit estimer rapidement la taille d'un navire, sa nature, sa vitesse et surtout son cap avant de lancer une torpille. Si cette analyse est faussée, même de quelques minutes, l'attaque peut échouer. Le principe du camouflage maritime se tourne donc vers la déstructuration visuelle. Les coques sont peintes avec de grands motifs contrastés, allant du blanc très clair au bleu noir très foncé, parfois traversés de couleurs vives. Des lignes obliques coupent l'avant et l'arrière du navire, créant de faux repères. L'œil de l'observateur est attiré vers un faux centre de gravité, ce qui raccourcit ou déforme le bateau par simple effet d'optique. C'est la naissance du dazzle painting, littéralement la peinture éblouissante, développée par les artistes britanniques Norman Wilkinson et Edward Wordsworth en 1917. Ces motifs géométriques désorientent les sous-mariniers allemands au moment critique du tir. Dans certains cas, les navires peuvent aussi se dissimuler temporairement en répandant des brouillards artificiels, leur permettant d'échapper à l'observation ennemie. L'amirauté britannique décide alors de créer une véritable section de camouflage maritime. Les Français adoptent rapidement cette nouvelle méthode, bientôt suivie par les Américains. Les Britanniques vont même plus loin avec les Q-boats, de faux navires civils lourdement armés, conçus pour escorter les paquebots et piéger les sous-marins. Le stratagème fonctionne si bien que les Allemands ne soupçonnent jamais l'existence de ces navires piégés. À partir de 1918, la guerre change à nouveau. Le retour à la guerre de mouvement, les chars et les bombardements réguliers rendent le camouflage plus difficile. Après l'armistice, la section de camouflage française est dissoute. Dans les guerres suivantes, le camouflage devient plus technique, plus rapide, moins artistique.
Les pinceaux laissent place aux filets industriels puis aux radars et au camouflage électronique. Les artistes de 14-18 retournent à leur vie civile, mais ils laissent derrière eux un héritage paradoxal, avoir mis l'art au service de l'invisible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres aspects de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Perso, en ce moment j'ai pas mal envie de me relancer dans la série Guerre de propagande. Pourquoi ne pas envisager une suite sur l'entre-deux-guerres? Je sais pas, donnez-moi votre avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.